Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission Géopresse, émission consacrée à l'actualité et au débat. Comme vous le savez, nous sommes à quelques encablures des élections générales en République démocratique du Congo. La liste définitive de candidats à l'élection législative nationale a été déjà rendue publique et la commission électorale nationale et indépendante CENI poursuit avec l'enregistrement de candidats présidents pour cette élection de décembre 2023. De son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, CESAC, a brandi à travers un communiqué la menace de suspension à tout média qui procéderait à deux campagnes précoces autour de ces élections. Toutefois, deux états-majors politiques montent déjà de stratégie et se mobilisent davantage pour affronter la prochaine bataille électorale. Mesdames et messieurs, voilà le sujet sur lequel nous tenterons de décrypter au cours de votre émission Géopresse que j'ai le réel plaisir de vous présenter. En fait, je ne suis pas seul, je reçois des journalistes de différents médias de Kinshasa. J'ai à ma droite, donc à votre gauche, Eric Iziami, journaliste à Antenne A, la chaîne de référence, comme nous aimons bien l'appeler. Et puis à ma gauche, c'est Dieudonné Bonali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, un habitué de Géopresse. Bonsoir Eric, bonsoir Dieudonné. Bonsoir Jojo. Bonsoir Jojo. Merci. Voilà, c'est parti pour 45 minutes de Géopresse. Eric Iziami, je commence avec vous. En observant le déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, peut-on considérer que si les élections vont se tenir dans les délais constitutionnels? Exactement, moi je suis optimiste. Vous savez, chez nous, ce qui a cassé, c'est la qualité de la classe politique. Il faut le dire, à gauche, à droite comme au centre. Au lieu d'aller tout droit pour désigner ceux qui devraient conduire à la destinée de la CENI, la classe politique, je n'épargne personne, ils se sont rentrés dedans et ils ont pris comme ça 28 mois jour pour jour sans désigner les animateurs qui devaient venir piloter au destiné de cette structure importante qui est d'ailleurs une institution d'appui à la démocratie. Après, on a vu que malgré tout ce que ça a soulevé comme de vagues, quand même, Denis Kadima Kazadi, quand il est venu à la tête de la CENI avec son bureau et le membre de la plénière, seulement 4 mois. Ils sont venus en novembre 2021. Le mois de février 2022, ils ont produit ce qu'on a appelé la feuille de route. Et la même classe politique dont j'ai décrit le comportement est encore une fois rentrée dans des guéguerres byzantines. Non, on ne veut pas de la feuille de route. Non, on veut la production, la publication du calendrier électoral. Et chemin faisant, ils se sont battus. Malgré le fait que le moyen aussi venait peut-être difficilement, c'est au mois de novembre 2022 que la CENI, le 26 novembre 2022, a publié le calendrier électoral. Si nous avions eu déjà une bonne classe politique, déjà en ce moment-là, chacun déjà saurait que moi je serais candidat, je devrais apprêter mon diplôme d'État, mon attestation de naissance, ceci ou cela, pour être prêt avec son dossier. Le calendrier publié le 26 novembre 2022, encore une fois, ils se sont rentrés dedans pour faire des guerres entre eux. Mais non, nous on veut ceci, nous on veut cela. Parce que, entre-temps, la CENI n'a pas croisé le bras. La CENI a prouvé qu'elle était vraiment là pour travailler. Quelques jours ou semaines après, le 24 décembre 2022 a été lancée la vaste opération d'identification et d'enrôlement. Mais cette fois-là, ça s'est fait au niveau de la... Comment on appelle ça? On a coalisé, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, on a fait l'identification et de l'autre, on a fait l'enrôlement. Si l'identification venait pour résoudre la préoccupation de ce qu'on a appelé Office national de l'ONIP. Voilà, l'ONIP. Pour le recensement de la CENI devrait, elle, s'attarder sur ce qui était l'enrôlement pour prendre seulement ceux qui ont l'âge supérieur ou égal à l'âge reconnu pour aller au vote. Et moi, je félicite ce qui a été fait par la CENI parce que jour après jour, je sens que, en tout cas, la CENI tient les différents délais. Et puis, à votre question, que de vouloir savoir s'il y aurait élection dans le délai, j'y crois, parce que la CENI, quant à elle, elle fait son boulot. Mais là où ça pourra peut-être clocher, c'est la qualité d'acteurs politiques. Ils sont majeurs, oui. Et pas n'importe lequel.
qui disaient qu'ils ne vont pas participer, qui disent qu'ils vont participer, etc., etc. Nous allons aborder cet aspect-là, surtout de la classe politique aussi, hein, qui est trop hésitante. C'est vrai, dans cette pas toute la classe politique, oui, une certaine classe politique. Une certaine classe politique, c'est non négligeable, bien sûr. Oui, c'est vrai, dans cette elle est importante, celle-là aussi. Mais oui. C'est dans cette classe politique-là, il y a des acteurs politiques majeurs, en fait, qui sont vraiment hésitants, mais d'autres se sont déjà engagés dans ces processus. Dieudonné Boinali, êtes-vous aussi optimiste? Je suis optimiste comme mon confrère Eric Iziami, mais il faut mettre un mais. Pourquoi je conjonction de coordination marquant l'opposition. Oui. Il faut mettre un mais. Pourquoi je l'ai dit? Nous tous, nous ne voyons que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, comme un pouvoir organisateur des élections. Mais il y a des facteurs que nous semblons ignorer ou soit que nous ne voyons pas, qui ne dépendent pas de la CENI. Je suis d'accord quand Eric Iziami a dit que les élections seront organisées en République démocratique du Congo et que la centrale électorale va respecter les délais constitutionnels de nous organiser les élections générales. Et pour la première fois, les élections locales et municipales nous aurons les bourgmestres, des exécutifs communaux, des conseillers communaux. C'est une première dans l'histoire quand on fait l'analyse comparative des différents processus électoraux que le pays a eu. Depuis 2006 jusqu'en 2023, nous en aurons 4 déjà. Pourquoi je dis qu'il y a un mais? La paix, la sécurité, les moyens financiers, ce sont des facteurs incontrôlables par Denis Kadima et toute son équipe. Et c'est là où le gouvernement de la République doit jouer sa partition. N'oubliez pas qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a les bruits de vote. Bunagana est occupé. 2 territoires du Nord Kivu, de la province du Nord Kivu, vous avez les territoires Rutshuru. Et puis vous avez Nyiragongo, c'est occupé encore par les forces négatives, dont les mouvements du 23 mars, les M23. Vous avez aussi à l'ouest les événements malheureux de Kwamut. Heureusement, ça s'est calmé avec le phénomène Mobondo. Tout ça, ça ne relève pas de la compétence de la CENI. Assurer l'ordre et la sécurité, c'est l'apanage du gouvernement de la République. Donc le gouvernement doit mettre la CENI dans toutes les conditions, les meilleures possibles pour qu'elle organise des élections réellement démocratiques, indépendantes, transparentes et exclusives. Vous avez aussi les moyens financiers. D'accord, nous parlons de moyens financiers. La CENI n'a pas encore tout ce qu'il faut. La CENI, c'est un service budgétivore. Elle n'est pas, ce n'est pas un service producteur de recettes. C'est un service public. S'il arrive qu'il réalise des recettes, cette réalisation est accidentelle. Les moyens de la CENI proviennent du trésor public. Les budgets alloués par les trésors publics votés au Parlement. Vous avez les contributions des partenaires au développement. Vous avez les ONG qui opèrent dans le secteur de la démocratie. Vous avez par exemple les Sacré-Carter. Vous avez les missions diplomatiques. Vous avez aussi des personnes de bonne volonté, des dons et legs. Ce sont ces moyens-là qui constituent en fait la caisse de la CENI. C'est que la CENI utilise pour organiser les élections. Nous demandons au gouvernement, c'est ce qui manque actuellement, pour que les délais soient réellement respectés jusqu'au dernier jour. Le gouvernement doit, à travers le ministère des Finances, décaisser les fonds destinés à la CENI. Parce que j'ai fait tous les calculs. Il nous reste, nous sommes au mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Il nous reste 2 jours. Vous ajoutez les 31 jours du mois d'octobre, les 30 jours du mois de novembre, les 23 jours du mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Le 29. Déjà. Excusez-moi pour ce lapsus. Ça fait 83 jours qui nous restent. Moins de 83 jours qui nous restent pour organiser toutes ces élections. Il y a aussi les défis logistiques. J'ai parlé du défi sécuritaire et financier. Il y a aussi les défis logistiques. Nous sommes déjà dans la période des pluies.
Et au nord du pays, il pleut presque chaque jour. Le Congo, c'est un pays à cheval sur l'équateur. Et vous connaissez l'état de nos routes dans les Congo profonds. 11 mois pour la province de Voilà. l'Équateur de pluie. Au même moment, nous sommes en train de demander le départ de la MONUSCO, mais nous oublions que la MONUSCO joue un grand rôle dans la logistique électorale. Il faut faire aussi appel à l'armée, comme on l'a fait lors du dernier cycle électoral. On avait vu l'armée nationale déployer ses engins sur les boulevards du 30 juin. Je parle de l'engin logistique, les moyens de locomotion pour acheminer tous les matériels dans les centres et les bureaux de vote. Sinon, nous risquons de ne pas avoir les élections dans certaines circonscriptions électorales, faute d'avoir acheminé les matériels à temps. D'accord, est-ce que Eric Iziami, nous avons vu en 2018 le gouvernement organiser les élections, en fait la CENI a organisé les élections avec le fonds alloué par le gouvernement sans l'appui budgétaire extérieur. Est-ce qu'on peut espérer aussi pour ces élections Oui, c'est déjà le cas. Il faut dire quand même que l'organisation des élections relève de la souveraineté d'un État. Ça ne fait pas adulte, permettez-moi de passer ces mots-là, ça ne fait vraiment pas mature que de vouloir organiser les élections avec l'argent venant d'ailleurs. Ça ne fait vraiment pas respect. Mais bon, c'est déjà le cas. Depuis un temps, la dernière mandature du président Kabila Joseph, quand il s'en allait, il avait fait faire des élections par devers le Trésor national. En fait, lorsque la CENI demande aux uns aux autres à venir, par exemple, déposer leur candidature pour vouloir compétir dans les différents échelons électoraux, il faut dire que tout l'argent qui paye, par exemple pour la caution, cet argent-là est non remboursable. Mais c'est la DGRAD qui perçoit cet argent. La DGRAD, c'est l'une des régies financières de la République démocratique du Congo. Oui. Direction générale des impôts, direction générale de recettes, de recettes administratives et domaniales et des participations. C'est ça la DGRAD. Et tout cet argent-là rentre dans les trésors publics. Et l'État, vous savez que l'impôt a un caractère obligatoire, comment on dit, inéluctable et puis indéterminé. C'est-à-dire, lorsque vous payez votre argent de l'impôt, vous ne savez pas ce que l'État va en faire. Notamment lorsque la CENI aura besoin de l'argent, c'est le cas aussi maintenant, ça sera au trésor public par devers le gouvernement de pouvoir payer. Mais ça part du ministère du budget qui engage. Le ministère de Finances qui ordonnance et puis la Caisse nationale qui est la banque centrale qui décaisse pour que l'on puisse faire les achats, pour produire tout ce qu'il faut pour avancer. Mais moi je suis de ceux qui pensent que depuis un temps, on a quand même aussi relevé ces défis que de vouloir maintenant que les élections soient organisées par rapport à l'argent du contribuable congolais. Oui. C'est déjà fait. Mais maintenant, chez nous, il existe... Excusez, mais on n'entend plus le président Kadima dénoncer le manque de moyens, comme il avait fait, je crois, il y a plusieurs mois passés. Il faut quand même dire que Denis Kadima, c'est un outsider. Il n'est pas fils maison de la CENI. Il est un expert, rodé, qui connaît bien la matière électorale, mais qui a évolué plutôt plus ailleurs qu'ici au pays. Oui. Et là, je crois que c'est quelqu'un qui voudrait travailler d'arrache-pied pour ne pas manquer au rendez-vous. Il voudrait à tout prix réussir sa mandature. C'est-à-dire, lorsque tout le monde ici aura perdu ce qu'on appelle, comment on appelle la légitimité, oui. Mais seuls les gens de la CENI garderont la leur, parce qu'ils ont encore le mandat qui court. Pour moi, la CENI passe pour être la maternité politique du pays. Nous connaîtrons quel est l'enfant qui naîtra là-bas et avec quel poids. Nous allons le connaître. C'est ça. Pour moi, la CENI, c'est ça. Et c'est la mère. Oui, justement. Mais aussi, il faut dire que, un peu comme a dit mon frère Bonali Dieudonné, que les élections, c'est l'expression même du fonctionnement d'un État. Maintenant, c'est vrai, tout le monde a les yeux braqués sur la CENI, mais tout ne dépend pas que de la CENI. En son temps, lorsqu'on cherchait à avoir, par exemple, des lois qui devraient sous-tendre l'action pour aller aux élections, on avait besoin du Parlement. Oui. Mais vous avez vu comment est-ce que notre Parlement s'est comporté. Le Parlement congolais a voté vers la fin des différentes sessions les lois qui étaient en principe prioritaires pour que l'action puisse être bien menée. La loi électorale, elle est venue largement après. Et à cette loi-là, il y a un autre addendum que l'on appelle la loi portant répartition du nombre de sièges par circonscription électorale. Cette loi-là devrait être réalisée seulement lorsqu'on a fini avec l'enrôlement. Et ici, la CENI a salué, on lui jette des fleurs par rapport au fait qu'en un temps record, on a commencé l'enrôlement des électeurs le 24 décembre 2022,
Mais en 3-4 mois, on a terminé. Ce qui n'avait jamais été fait avant. Mais on doit jeter des discrédits ici. C'est vrai, on a connu des problèmes, ça, il ne faut pas l'ignorer, que certaines personnes qui ont perçu leur carte ont vu le nom disparaître. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais je crois que c'est chemin faisant, on a quand même su apporter des solutions. Moi je me retrouve aussi dans ces cas-là. Bon, je pense que la CENI nous donnera vraiment des réponses claires. Mais Dieudonné Boinali a évoqué quelques défis majeurs, notamment les défis sécuritaires et également les défis logistiques. Bon, pour ce qui est de la logistique, la CENI avait déjà annoncé qu'il y aura 2 appels d'offres pour les kits électoraux. Mais le défi sécuritaire, comment ça relève, oui, justement, ça relève de la compétence du gouvernement. C'est au gouvernement de qui dépend la manière de bien faire pour que nous ayons une armée réellement nationale, réellement républicaine, réellement professionnelle et surtout dissuasive pour que nous puissions vivre chez nous, dans notre terre, en paix. Voyez-vous les incursions que nous avons du côté de la partie orientale de notre pays. C'est simplement parce que jusqu'aujourd'hui, notre classe politique n'a pas suffisamment fait preuve de gens suffisamment responsables. Je martèle sur le mot suffisamment, hein, parce qu'il y en a qui ont fait des preuves à être responsables. Bien, il y en a aussi qui ont tangué, qui se sont retrouvés avec le bec dans l'eau. Voyez-vous, lorsqu'on était encore enfant, il y a eu ce qu'on a appelé la conférence nationale souveraine. Pendant ces grands forums nationaux, il avait été dit que partout nous avons des voisins à tendance belliqueuse qui peuvent nous faire des incursions. Nous devons placer des bases militaires. Qu'avons-nous fait? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, justement, l'acteur politique congolais jusqu'aujourd'hui, pour moi, a déçu. Je le prends de manière globale. Je ne regarde pas X ou Y. Je dis gauche, droite, centre. En tout cas, l'acteur politique congolais n'a pas encore donné aux Congolais ce que les Congolais attendent véritablement. Tous, ils ont insulté Mobutu ici. Mais pour moi, Mobutu passe pour celui qui a été dans une maîtrise saluée, à saluer dans plusieurs chapitres. Comment est-ce que sous Mobutu, toi, tu peux y penser, par exemple, prendre Bunagana et le garder pendant plus d'1 année? Et rester même toujours voilà. Dans le pays. Oui, quand Bonali évoque ici qu'il y a 2 territoires dans la partie orientale qui ont des problèmes de sécurité, c'est vrai. Mais ce n'est pas Niragongo. Niragongo est sous contrôle du gouvernement congolais. C'est plutôt Rutshuru, où se trouve Bunagana, et puis Massissi. Massissi, oui. Mais je salue aussi les efforts conjugués à gauche et à droite pour vouloir restaurer la paix et pour que nous puissions vivre chez nous dans la paix. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu une image qui est passée chez nous, dans notre rédaction d'antenne A, le général-major Chirimwami Peter, qui a remplacé le général Ndima Kongba au niveau du Nord Kivu, a quand même été à Mouchaki. Mouchaki, c'est dans Massissi. Alors, pourquoi je fustige le comportement de certains acteurs politiques congolais? Parce que simplement, pour l'argent, certains peuvent accepter de vendre la mèche aux voisins belliqueux, aux voisins méchants, et gratuitement méchants, voilà, sans tenir compte du fait que la nation est sacrée. Ceux-là qui détruisent le vivre ensemble des Congolais, ils ont des enfants. Mais quel environnement ils vont laisser à leurs enfants? Même si vous avez $1 million américains aujourd'hui, vous allez bien manger, vous allez bien vous habiller, circuler. Mais quel est l'environnement que vous allez laisser à la progéniture? C'est ça le problème de l'homme congolais. Je et pense voilà, que, nous sommes un pays de tous les records. Voyez-vous, on a 23 000 candidats, mais pendant qu'on a seulement besoin de 500 personnes. De 500, donc. C'est-à-dire que 22 500 doivent accepter d'avoir perdu. Vous voyez la bataille juridique. C'est tout un problème, mais ça doit être résolu. Je pense que le Congolais prendra vraiment de la hauteur pour aller au-delà vraiment de cette situation. Nous sommes en train de nous engager à pouvoir, tant soit peu, apporter de la lumière à notre population pour que celle-ci arrive à faire de bons choix. C'est-à-dire celui qui avait bien travaillé pendant la mandature, qu'on lui donne encore une fois l'occasion de pouvoir bien faire. Mais celui qui n'a pas bien travaillé, il faut le sanctionner négativement pour qu'il n'ose même plus penser à la politique. Parce que la politique devrait être en principe une occupation des gens qui ont réussi chacun dans son domaine et qui pourraient apporter des solutions aux préoccupations exprimées dans notre communauté. Oui, d'accord, Eric Kiziami, mais Dieudonné Boinali, comme nous sommes en train de le dire, ces processus électoraux, en fait, et se déroulent normalement. Nous voyons comment la CENI travaille d'arrache-pied pour que cela soit une réussite. Mais certains politiques saluent ces processus, mais d'autres restent hésitants et doutent même de ces processus, puisqu'on évoque pour la problématique du fichier électoral, bien que ça reste dans le passé, mais ça continue à être encore remis en surface. Mais est-ce qu'on peut parler de la crédibilité tant qu'il y a encore
d'autres acteurs politiques qui estiment que ce processus est entaché d'erreur. Permettez-moi d'abord de glisser un mot par rapport à ce que mon confrère a dit tout à l'heure. Allez-y, Dieudonné. Les élections font partie des actes de souveraineté. On ne peut pas laisser nos élections pour qu'elles soient financées par l'Occident, que ce soit l'Orient, ou bien par une personne extérieure autre que l'État congolais comme une personne morale. Pourquoi je l'ai dit? Il y a des lois dans notre pays qui interdisent cela. Quand vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements politiques en République démocratique du Congo, cette loi interdit à tout parti ou regroupement politique de recourir au financement extérieur. Le législateur a imposé ça à toutes les formations politiques au sein de l'univers politique congolais. Mais malheureusement, le législateur a laissé une brèche pour l'État lui-même. Donc l'État peut recevoir de l'argent de l'extérieur, même ses institutions, pour organiser des élections. Donc il y a un paradoxe, il y a une sorte de confusion. Moi, je pense qu'on doit résoudre, éclaircir cette façon de faire les choses. Je reviens sur votre question. Sur la crédibilité du inclusivité, exclusivité, crédibilité. Bon, moi je pense que c'est un faux débat. Pourquoi? Nous sommes au 4e cycle électoral. Depuis que nous sommes entrés dans les processus démocratiques, nous avons commencé en 2006, et puis 2011, 2018. Nous sommes à l'aube, si je peux dire comme ça, du 4e cycle électoral. Si vous faites un saut en arrière, vous interrogez l'histoire, vous allez voir que de tous les processus électoraux que nous avons connus, il y a eu quand même des grands absents. Lors des élections de 2006, les Congolais de la diaspora n'ont pas voté, idem en 2011, en 2018. C'est pour la première fois que nos compatriotes vivant à l'étranger et surtout dans des grands pays où il y a une forte communauté congolaise comme l'Afrique du Sud, le Canada, la France, la Belgique, les États-Unis vont voter pour la première fois. C'est une victoire à célébrer et surtout on peut dire que c'est à mettre à l'actif des Kadima. C'est une innovation. Vous arrivez en 2011, il y a Etienne Tshisekedi qui n'était pas là. Il avait boycotté les élections. 2006. 2006, je me suis trompé. En 2006, Etienne Tshisekedi n'était pas là. Vous arrivez en 2011, il y a eu quelques acteurs aussi qui n'étaient pas là. Vous arrivez en 2018, il y a aussi des grands absents. Il y a Jean-Pierre Bemba Gombo qui était incarcéré à la CPI. Moïse Katumbi n'était pas là comme candidat. Il y a Oscar Kachala qui a un peu disparu des radars politiques congolais. Il n'était pas là. C'est pour vous dire, il n'y avait pas aussi des Mukwege. Donc, il y a eu des grands absents, mais il y a eu aussi des grands baobabs politiques qui ont rejoint les trains des élections. Moi, je ne pense pas que si tout le monde participe à ces élections, on va parler de l'inclusivité, ou s'il y a une minorité qui ne participe pas, vous allez dire que non, il n'y a pas de crédibilité. Je pense que, bon, avec certains téléspectateurs qui sont tentés de nous suivre, que la démocratie a aussi pour fondement la liberté. On ne peut pas imposer aux gens d'être candidats, la participation aux d'être électeurs, de participer aux élections. Je pense que là où nous devons plus insister, c'est en ce qui concerne la participation de certaines minorités. Vous avez par exemple les personnes vivant avec handicap, vous avez les femmes, dont le taux de participation électorale est souvent très faible partout dans le monde, y compris en République démocratique du Congo. Insistons sur la participation de la jeunesse. Je suis heureux de constater que parmi les candidats présidentiels, il y a eu quand même des jeunes qui ont moins de 50 ans. Je vis Constant Moutamba aller déposer sa candidature. C'est un acte à encourager.
Il ne faut pas qu'on laisse notre processus électoral entre les mains de vieux, sinon on risque de penser que nous sommes en train de mettre en place une gérontocratie. C'est-à-dire le processus électoral ou la démocratie, c'est l'affaire de tous. Mais il ne faut pas imposer aux gens d'aller déposer des candidatures, d'être électeurs. Si quelqu'un trouve que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse avoir des élections crédibles, que si je dépose ma candidature, en tout cas, l'arbitre électoral ne rassure pas. Vous pouvez désister, vous boycottez, vous refusez de participer au processus électoral. Mais je ne pense pas que si tout le monde participe aux élections, ces élections seront crédibles. Encore que la culture démocratique n'est pas encore enracinée dans l'homme africain en général et surtout dans l'homme congolais en particulier. Je vois rarement en Afrique un perdant accepter sa défaite et aller saluer les vainqueurs. Dire que non, Félix Tshisekedi, tu as gagné en 2018, je te félicite, rendez-vous dans 5 ans. Mais il faut réussir, hein? Sinon dans 5 ans, moi je vais te remplacer, je ferai mieux que toi. En tout cas, c'est difficile. Bon, alors merci Dieudonné Bonali et Eric Ziamine. On va poursuivre l'émission. Ceux qui viennent d'ailleurs de nous rejoindre pouvez savoir que nous sommes là en train de décrypter le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a déjà des candidatures à l'élection présidentielle qui sont enregistrées à la Commission électorale nationale indépendante CENI, dirigée par Denis Kadima. Eric Ziamine, il y a de tensions politiques, même si elles ne sont pas encore très grandes, mais on se pose aussi la question, est-ce que ces élections aboutiraient aussi à des résultats qui ne seront pas contestés et que ces résultats nous permettraient d'assister aussi à une alternance pacifique comme ça a été le cas en 2018? Oui, assister à un passage de pouvoir civilisé au sommet de l'État relève de la culture des leaders, des acteurs politiques en compétition. Voyez-vous, les Congolais sont contre le fait qu'ils ne voudraient pas voir leur pays être acéphale, c'est-à-dire un corps qui n'a pas de tête. Voilà pourquoi l'élection présidentielle passe pour être la plus attendue. Mais tout dépend maintenant des acteurs. Parce qu'en réalité, ils se connaissent aussi les uns les autres. C'est vrai, on a vu venir des jeunes, parce que jusque-là, il y a déjà 5 personnes qui ont déposé la candidature. Il y a Matata Pogno, il y a Constant Moutamba, il y a Rex Kazadi, il y a Rajabou Soborabo, et puis il y a Franck Dion. 5. Mais il y en a beaucoup d'autres qui s'étaient déjà prononcés à être candidats président de la République, mais qui ne sont pas encore venus à Kinshasa, parce que maintenant, pour la présidentielle, le BRTC, Bureau de réception et traitement des candidatures, c'est les sièges de la CENI au niveau du boulevard du 30 juin, à la Gombe ici. Il y en a beaucoup. J'ai vu maman Ifokou, Marie-Josée Ifokou Mpotamponga, qui s'était déclarée être candidate. Et Moïse Katumbi l'avait dit en son temps sur France 24. Il y a Dédé Sessanga qui a dit ça. Etc., etc. Même le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est candidat à sa propre succession. Alors, pour revenir à mon propos, je disais que ces élections devraient être le meilleur possible. Mais encore faut-il que chaque leader accepte de participer. Parce que les Congolais ont maintenant toute la cartographie réunie. On a commencé par le grand groupe Congo, avec Joseph Kasavubu. Et puis, on est allé dans le deuxième grand groupe, Lingala, avec Mobutu Sese Seko, 32 ans de pouvoir. Et puis, nous sommes passés au troisième grand groupe, les Swahiliphones, 18 ans de pouvoir. Père et fils, Laurent Désiré Kabila, 21. Joseph Kabila Kabangé. Et puis, les tout derniers des groupes, c'est l'actuel, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. C'est-à-dire que les Congolais savent déjà à peu près comment est-ce que pensent les Congos quand il s'agit du pouvoir. Les Congolais, ils savent à peu près détecter les failles ou les bienfaits du pouvoir lorsque c'est entre les mains des Ngala. Les Congolais ont déjà à peu près une idée de ce que peuvent faire les Swahiliphones quand ils sont aux affaires. Et puis, les derniers groupes, c'est les Louba. Parce que maintenant, aucun groupe ne va accuser l'autre. Parce que la population, dans son ensemble, la nation, le vivre ensemble, a déjà tous les éléments pour juger les uns les autres. Allons aux élections. Mais malheureusement, un peu comme a dit mon confrère Bona à l'idée donnée, on ne peut pas imposer
Vous ne voulez pas venir aux élections, on va quand même c'est pas... c'est votre droit. Voilà, on ne va pas tordre la République pour vous, non, mais on va poursuivre notre bonhomme de chemin. En 2006, le tout géant Tshisekedi Tshilombo, le tout géant Tshisekedi Wamulumba, Étienne, il avait refusé de par lui-même à ne pas venir. On n'a pas tué pour autant l'UDPCT à l'écart. Et puis la machine avait continué. En 2011, lorsqu'il est venu, voyez-vous, en 2006, on avait 34 candidats, dont 2 sœurs d'une seule et même famille. Mais en 2011, puisqu'il y avait le géant Tshisekedi Wamulumba dans la course, on a baissé de 34 candidats à 11. Et puis, puisqu'il n'était pas là en 2018, parce qu'il était déjà mort en 2017, le 1er février, on a eu 21 candidats. Donc on a grossi encore. Oui. Cette fois-là, nous en sommes encore à 5 qui ont déposé jusqu'à aujourd'hui, mais on va clôturer le 8 octobre 2023. Dans la manière de faire de nos acteurs, de nos leaders, ils ne sont pas non plus du genre à vouloir gagner en termes de temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique qu'ils veulent. Il fait la paix du spectacle. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas besoin du spectacle. Le Congolais attend de vivre dans la paix pour créer son pain et puis penser au progrès. Ça urge. Il ne faut pas attendre. Je salue ici tout ce qui a été déjà fait maintenant. Et puis, il n'y avait pas pour moi de raison à pouvoir diaboliser Denis Kadima. Parce que pour moi, il a fait ses preuves. Il a démontré qu'il avait la volonté de bien travailler. Et il l'a fait. Accompagnons-le dans la vérité, dans l'honnêteté, à pouvoir mettre tout le monde dans la paix ensemble pour bâtir ce pays. Les élections ne constituent qu'un chapitre. Mais encore faut-il envoyer les gens au travail. Parce que c'est par le travail que nous allons continuer l'œuvre de la création amorcée par notre Créateur, lui-même Dieu. Dieudonné Bonali, est-ce que vous avez la même réponse à cette question? Ou bien vous estimez que, bon, avec les tensions qu'il y a, les acteurs politiques que nous avons dans ces pays, on pourra encore s'attendre à des revendications qui provoqueraient des violences? Bon, les revendications, il y en aura toujours parce que ces élections vont solliciter l'observance électorale sur les plans national et international. Il y a certaines organisations internationales, même locales, d'appui à la démocratie, qui vont solliciter des accréditations à la CENI pour l'observation des électorales. Maintenant, il en sortira les rapports des ratés et des avancées positives et autres faits qui vont révéler. Tous ces rapports vont susciter des commentaires. Certains acteurs politiques vont même s'en servir pour des revendications légitimes. Voilà pourquoi je vous dis que on ne mettra pas tout le monde d'accord. Les résultats seront certes contestés, mais il faut qu'on joue sur les taux de contestation. Il ne faut pas que les taux des contestataires ou bien le nombre de contestataires soit assez élevé pour que ça puisse créer des désordres post-électoraux et puis mettre les pays dans les chaos. Parce que quand on organise les élections, nous voyons les présents. Dire les présents, dire les opérations électorales. Or, les élections, c'est à la fois les opérations préélectorales, électorale et post-électorale. Il faudra bien gérer l'étape post-électorale. C'est l'étape la plus difficile, c'est l'étape d'acceptation des résultats, de publication des résultats, de l'alternance aussi. Mais j'aurais bien voulu que l'alternance puisse avoir lieu, parce que lui-même, le président de la République, disait un jour qu'il aimerait qu'une femme puisse le succéder à la tête du pays. Mais en le disant, il n'avait pas dit qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Peut-être parce qu'il gagne la prochaine élection. Voilà, parce que la Constitution et les autres lois de la République, dont la loi électorale, lui reconnaît le droit d'être candidat à sa propre succession. C'est au peuple de juger. Nous, on ne peut pas dire qu'il a réussi son premier quinquennat ou s'il a échoué, mais je pense en tant que journaliste et puis en toute objectivité qu'il a lancé quand même des grands signaux du redressement économique, du rétablissement de la paix et puis au niveau des réformes qui nécessitent encore un coup d'accélérateur. C'est peu, mais c'est suffisant pour lancer un signal aux potentiels investisseurs désireux de venir au pays pour, avec des capitaux frais, investir dans tous les secteurs pour la diversification de notre économie. Bref, c'est au peuple de juger, de voir si
il peut accorder un deuxième quinquennat au président Félix Tshisekedi, le président sortant, mais ou à un autre candidat. Ou à un autre candidat, comme l'a si bien dit mon ami Eric Iziami. On a déjà essayé les représentants des 4 groupes linguistiques, même si les Nékongo ont été malheureux, leur pouvoir n'avait pas fait long feu. Ils ont été décapités par... Voilà. Parce qu'ils ont quand même été là de 65, ça fait un mandat. Décapités par les pouvoirs Mobutu, les coups d'état de Mobutu, et puis avec l'instabilité des années 60, ils n'ont pas eu assez le temps nécessaire pour gérer les pays. Oui. Mais je ne pense pas que nous allons revenir à la case de départ en votant un président, par exemple, en Congo, en suivant l'ordre des successions de chaque groupe linguistique à la tête du pays. Non, comme je dis, c'est au peuple de juger, c'est la démocratie, c'est les urnes qui doivent nous départager. Oui. C'est-à-dire, votons les meilleurs candidats possibles qui sera capable de transformer notre société, de ramener surtout la paix à l'Est et surtout de désenclaver le Congo. Le centre du pays, c'est un trou noir. Que ce soit sur le plan aérien, que ce soit même en termes des infrastructures énergétiques et routières. Ce pays vraiment n'est même pas reconstruit. Je dis ça construit. Oui, si vous dites ça, c'est très intéressant. Je pense que dans nos prochains numéros, nous reviendrons vraiment, je pense même pendant la campagne électorale, pour parler de projets de société de candidats. Généralement, on constate qu'ici en RDC, on vote pour les gens, non pas par rapport à leurs idées, mais par rapport à une appartenance sociale. On vote une appartenance, vote tribu, et tout ça, ça pose un problème. Or, ceux qui nous ont amené le régime démocratique ici dans notre pays, et chez eux, c'est par rapport aux idées. On vote Macron par rapport aux idées, par rapport au projet qu'il propose aux Français, Biden par rapport au projet qu'il propose aux Américains. Mais ici, en RDC, il y a ces problèmes-là sociologiques. Puisque je suis Louba, je vais voter mon frère Louba. Et je pense que ça n'a pas aidé le pays dans beaucoup de choses. Eric Iziami, vous avez d'ailleurs ici rappelé le nombre de candidats présidents que nous avons connus en 2006. Donc, c'était 34 si je ne me trompe pas. En 2011, c'était 11 candidats présidents. En 2018, 21 candidats. Et en 2023, jusque-là, nous n'avons que 5. On se pose la question, pourquoi il n'y a pas encore vraiment cet engouement? Est-ce que les gens hésitent? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce qu'on risque d'avoir un nombre faible comme... Il faut dire que pour cette fois-ci, notre diaspora choisie dans 5 pays va voter. Mais elle ne votera que pour la présidentielle. Les Congolais qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada et en Afrique du Sud ne vont voter que pour la présidentielle. Ils ne vont pas voter pour les autres échelons, députation nationale, députation provinciale, ni non plus pour le municipal. Non, ça sera seulement pour la présidentielle, parce que nous ne voulons pas être un pays acéphale. Mais il faut aussi dire que la caution, selon la loi électorale, avait été fixée à 160 millions de francs congolais. Pourquoi? Parce que chez nous, le taux de dollar peut osciller, vaciller, etc. On avait retenu ça à 160 millions de francs congolais pour le candidat président de la République. Et cet argent-là, que vous soyez candidat président de la République, candidat député national, député provincial ou municipal, cet argent est non remboursable. Quand vous payez, que vous gagnez ou que vous perdiez, on ne va pas vous le retourner. Mais quand il faut par exemple parler de ceux qui devront venir briguer X ou Y mandat, je crois que ça doit être quand même sérieux. Nous voudrions vivre des acteurs qui ont quand même fait preuve, chemin faisant. Le malheur de chez nous, c'est que nous n'aimons pas le parcours. Chez nous, on va voter quelqu'un parce que c'est un proche, parce que c'est un frère. Heureusement qu'il y a certaines villes comme Kinshasa, par exemple, c'est cosmopolite. On commence petit à petit à dépasser cela. Si tu viens avec le cadeau, tu viens avec l'argent, les gens vont prendre, mais ils ne vont pas te voter. Mais si ça persiste, c'est parce que la classe politique, jusqu'ici, n'a pas encore fait preuve d'une classe qui tend vers à mettre en avant-plan les capacités de pouvoir changer la société positivement. Jusque-là, c'est encore dans
venez, je vais vous donner des cahiers, des bols de riz, des t-shirts, et puis espérer avoir le suffrage. Ça doit cesser cette histoire-là. Si on vous apporte de l'argent, prenez cet argent, parce que chez nous aussi, hein, sociologiquement, lorsque vous avez rencontré même un grand frère, si vous donnez rien, on peut peut-être jaser. C'est ça où ça blesse un peu. Mais je crois que cette fois-là, petit à petit, les gens commencent à prendre goût au jeu démocratique, et puis on verra comment ça va se dérouler la compétition. Mais pour la présidentielle, on ne devait quand même pas avoir un très grand nombre. Ce n'est pas rien que de vouloir être candidat président de la République. Ici, si vous voulez venir diriger les Congolais, rendez-vous compte que vous voulez remplacer le président Mobutu. Vous voulez remplacer le président Kabila Joseph. Vous voulez remplacer Tshisekedi. Ce n'est pas rien. Donc il ne faut pas venir avec des candidatures de pacotille. Nous, on ne veut pas des gens qui viendront se moquer de nous. Nous, on veut des gens qui ont fait leur preuve ailleurs et puis qui... ont quand même l'ambition de nous apporter ce que nous attendons. Nous attendons quoi? 3 choses, mais la troisième chose va se réaliser après. La première des choses, c'est la paix. La deuxième des choses, c'est le pain. Quand on a la paix, nous créons notre nourriture. Quand on a notre nourriture, nous penserons à la troisième chose qui est le progrès. On en a besoin. Et Dieudonné Boinali, déjà on tend vers la fin de cette émission, mais il y a une question. Que répondraient-vous aux personnes qui pensent qu'il y a 2 candidats qui ne sont là que pour crédibiliser le processus électoral et non pas pour mener vraiment la vraie bataille électorale? Est-ce que vous avez la même lecture? Oui, j'ai la même lecture que ces personnes-là. Il y a des candidatures artificielles, il y a des candidatures fantaisistes, à tous les échelons, que ce soit à la présidence de la République, et au niveau des législatives nationales, provinciales, il y en aura aussi au niveau des élections municipales et locales. Il y a aussi des candidatures pour la théâtralisation. Bon, les gens cherchent la popularité. Il y a d'autres aussi qui ont des enjeux politiques. Derrière ces candidatures, bon, on va voir que j'ai dépensé mes 100 000 $, mais ça, c'est 60 millions de francs congolais. Et lorsqu'on va composer l'exécutif national, on passera à moi. Il a été courageux, il a déposé sa candidature, qu'on lui donne même un poste ministériel au rang de vice-ministre. Il y a des gens qui jouent sur ça. Il y a d'autres aussi qui font la politique spectacle, l'émativisme, que l'histoire retienne, et il va même enregistrer ça dans son CV, qu'il fut candidat président de la République. Et ils s'enorgueillissent, ils sont très C'était une qualité, une expérience professionnelle. Or, avec les 100 000 $, vous prenez rien que la caution électorale payée par chaque candidat pour la présidentielle, vous pouvez créer une PME, petite et moyenne entreprise. Quand nous louons, nous apprécions les progrès économiques dans des pays et des contrées comme Taïwan, Singapour, Luxembourg, vous allez voir dans tous ces pays-là, ce sont les petites et moyennes entreprises et initiatives qui tiennent l'économie, qui sont à la base, qui tiennent l'économie, qui sont à la base du développement socio-économique de leur pays. Mais malheureusement, chez nous, nous avons beaucoup d'églises et beaucoup de partis politiques. Je préfère encore qu'on puisse avoir beaucoup d'églises que beaucoup de partis politiques. Parce que à l'église, on prêche la paix. Mais au sein pas toujours, hein. Non, on prêche la paix. Je pense que c'est un sujet intéressant. Je suis devant un fervent chrétien. À l'église, on nous prêche la paix, on nous prêche l'amour. Mais au sein d'un parti politique, on vous dit tous les moyens sont bons pour atteindre les résultats. S'il faut tuer ton ami, ton frère, pour gagner aux élections, il faut le faire. Sacrifier la famille, les enfants ne mangent pas. Parce que je suis candidat, je suis en train d'économiser les moyens pour financer ma campagne. Vous allez tuer toute la famille. Parce que ça va payer demain. Les enfants seront la ceinture. Je suis candidat pour vos dépenses là ordinaires. Attendez, on va voir après les élections. C'est ça les problèmes. C'est pour ça que je vous dis, je préfère encore la prolifération des églises que des partis politiques. À la place des partis politiques, je préfère qu'on puisse avoir beaucoup de PME qui vont créer de l'emploi, parce que derrière chaque PME, je pense que c'est ça qu'il faut soutenir. Voilà, vous pouvez avoir 5 à 10 Congolais qui seront employés, ils vont trouver du travail, et derrière chaque Congolais, nous sommes une famille bantou, vous trouvez en moyenne 10 personnes qui vont vivre sous la mamelle de cette personne-là qui travaille. Mais quand vous prenez 100 000 $,
vous jetez ça par la fenêtre parce que vous voulez être candidat président de la République. Pas un candidat sérieux, au même titre qu'on voit la candidature de Félix Tshisekedi, de Moïse Katumbi, demain peut-être de Martin Fayoulou, mais nous voyons des candidatures fantaisistes pour que l'histoire puisse retenir que non, vous étiez candidat. Ça, je dis non. Je suis heureux aussi de constater que nous avons modernisé notre système électoral. Pourquoi? Il fut un moment où pour voter, les bulletins de vote avaient la forme d'épargne. Eric Izam, vous êtes bien placé pour l'expliquer parce que vous avez couvert beaucoup d'activités de la CENI. C'était difficile surtout pour les personnes du troisième âge, les personnes qui n'ont pas beaucoup étudié, identifier son candidat. Parce que si un bulletin de vote, vous trouvez 600, 800 candidats. Vous avez oublié les numéros, mais vous cherchez à voter votre candidat rien qu'à travers la photo. Mais vous avez des milliers de photos. Comment faire? Voilà pourquoi moi j'ai toujours soutenu le vote électronique, la machine à voter, parce que ça vous permet de défiler. Bon, là, il y a encore des problèmes. Ce n'est pas tout le monde qui sait manipuler un Android. Déjà, c'est un problème. Et aller manipuler un ordinateur, la machine à voter, c'est un problème. Voilà ce que je voulais glisser comme moi à propos de... D'accord, comme je le disais, on tend déjà vers la fin de cette émission, mais il y a une préoccupation que j'aimerais soulever ici. La question sera posée à vous deux, et c'est par rapport au communiqué du CESAC, qui a brandi la menace de suspension de tout média qui procéderait à de campagnes précoces. Quel commentaire faites-vous de ces communiqués? Eric Diami. Mais je crois qu'avant de dire un mot à propos, je voulais d'abord actualiser. C'est vrai, autrefois on a parlé des machines à voter, décriées par une certaine classe politique comme toujours, diabolisées comme toujours. Et qui a suivi après. Oui, justement. Un peu, pour moi, Mobutu avait la maîtrise de plusieurs chapitres. On peut tout dire, mais pour moi, il passe pour le meilleur. Pour moi, Mobutu est le meilleur acteur politique du Congo. Pourquoi? Il avait dit en son temps que l'on a trois grandes filières. Majorité au pouvoir, en son temps on a parlé de mouvance présidentielle, et puis opposition et les centres. Et ça se répète. À la dernière consultation électorale de 2018, il y a eu CASH, il y a eu la MOUCA, et puis il y a eu FCC. C'est toujours trois. Alors, on parle maintenant de DEV, dispositif électronique de vote. C'est le plus machine à voter. La CENI emploie le terme DEV, dispositif électronique pour le vote. Alors la question c'est les communiqués du CESAC. Mais je crois que là c'est maintenant notre part de responsabilité. Et c'est nous qui avons, moi j'ai réalisé un reportage dans lequel j'ai démontré noir sur blanc qu'il y avait déjà une campagne précoce qui avait été déjà lancée. Pendant que les institutions habilitées à lancer, à donner le go de la campagne n'ont encore rien dit. C'est d'un côté le CESAC pour réguler les contenus de médias et de l'autre la CENI qui est la sœur siamoise du CESAC. C'est-à-dire que je salue la décision du CESAC qui déjà interpelle les uns les autres que quiconque voudra s'adonner à la campagne précoce se verra être sanctionné. Mais encore une autre difficulté, toujours par rapport à la qualité de la classe politique. Vous verrez quelqu'un qui prend sa photo grandeur nature, qui arbore ça sur la grande route, et puis pour se distendre de sanctions éventuelles, il met la photo du chef de l'État. Vous voyez, il y a la photo du chef de l'État qui est innocent. Mais il met sa photo derrière lui, et puis même les gens qui seront commis à pouvoir traquer ceux qui s'adonnent à cet exercice-là auront un peu, peut-être, dans notre manière de faire les choses ici, ils auront un peu du mal à pouvoir arrêter. C'est compliqué. Poser de questions, sur l'avenue Kabambaré, je prends le tronçon compris entre Kassavoubou et Willery. Allez-y voir. Tellement de photos grandeur nature qui font déjà la campagne. C'est inimaginable. Si ces gens-là veulent vraiment venir nous aider à avoir de bonnes lois, ils ne devraient pas se comporter comme ça. Parce que déjà, eux-mêmes, ils enfreignent la loi. Donc, ils ne respectent rien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Et ma foi, nous plaidons que nous puissions avoir de bons élus. On verra. Et nous comptons sur notre population, à qui nous disons de bonnes choses de manière honnête pour que la population puisse opérer de bons choix. Il y en a trop de fantaisistes. Dieudonné Bonali, un petit commentaire, 30 secondes. Bon, je vais dire pour la première fois, nous aurons
une élection présidentielle à un tour s'il n'y a pas beaucoup de candidats parce que on a renforcé la loi électorale avec l'essai électoral. Même en 2018, c'était aussi à un tour. Un tour, 2011-2018. Vous avez la caution non remboursable, vous avez la loi des pères et mères aussi fait peur. N'oubliez pas que nous avons des politiciens qui ont double nationalité, triple nationalité. Ça fait peur aussi avec l'avènement du numérique, l'économie numérique. C'est pas difficile de détecter un candidat qui a plusieurs nationalités et l'éliminer de la course. Concernant les communiqués du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, moi je pense qu'il faut couper la poire en deux parce que il y a une partie du problème qui est de la responsabilité des médias que nous sommes. En tant que régulateur, le CESAC a raison de rappeler tout le monde à l'ordre. Si demain, nous les hommes et les femmes des médias, nous nous mettons en action, nous répondons à la demande du CESAC, vous allez voir que la campagne électorale précoce va cesser dans les médias. Mais que dire des campagnes indirectes masquées qui se font hors médias? Vous avez par exemple des pasteurs. Elle est intense. Vous avez par exemple des pasteurs. Oui. Voilà, vous avez par exemple des pasteurs, qui reçoivent des différents candidats dans leurs églises. Je ne dis pas tout. Vous avez certains pasteurs, hommes de Dieu, qui sont candidats. Depuis longtemps, ils ont déjà déclaré que je serai candidat. On a du mal à dissocier quand on voit son panneau publicitaire, ses affiches, ses banderoles. Est-ce que c'est l'affiche des campagnes électorales ou des campagnes d'évangélisation? Ça prête à confusion. Vous avez aussi certains mandataires publics qui sont aussi candidats. Il suffit de cibler seulement, je vous donne seulement l'exemple du boulevard du 30 juin. Vous allez voir certains mandataires publics, ils mettent des grands panneaux publicitaires qui ne font même pas la promotion de leurs entreprises, mais vous allez voir, il met sa photo à lui, et derrière, vous avez l'effigie du chef de l'État. Personne ne les interpelle. Et pourtant, nous avons des institutions habilitées pour appeler tout le monde à l'ordre. Au niveau des médias, vous avez les CESAC, mais au niveau des autres institutions, vous avez par exemple, dans la ville-province de Kinshasa, j'ai répertorié la liste des services compétents, vous avez la commission permanente pour la publicité extérieure. Moi, un jour, dans le cadre d'une ASBEL, des anciens étudiants de l'INIKIN, on voulait organiser une manifestation. On a commandé notre banderole. Mais pour le faire monter, cette commission nous avait demandé de payer la taxe urbaine. Mais moi, je me demande, tous ceux qui font monter des banderoles là, qui mettent des panneaux publicitaires, est-ce qu'ils passent dans cette commission-là, au bureau de cette commission pour payer? Vous avez aussi la police nationale qui est là pour assurer l'ordre public. Vous avez la CENI, il faut sanctionner certains candidats. Vous avez aussi les CESAC. On peut interdire à certains candidats de passer dans les médias. Vous avez aussi les agences et conseils en communication ou des agences de publicité. Moi, je pense que notre ministère à nous, les ministères de la communication et médias, les ministères du numérique, les ministères des postes de communication et des institutions comme les CESAC doivent convoquer tous les patrons de ces agences-là, des publicités, conseils en communication, pour leur dire, monsieur, vous voyez ce que vous faites là, en mettant des panneaux des candidats, c'est une campagne précoce. Prochainement, si nous voyons ça, nous allons faire payer des amendes. Ils vont cesser. Si vous faites payer une amende, une forte amende à une agence conseil à publicité, vous pensez que cette agence-là mettra encore ces panneaux-là sur la voie publique. Et les autres ne pourront pas suivre. Et ce sont des recettes qui échappent au trésor public. On peut les capter et renflouer les caisses de l'État. Voilà, je pense que c'est par ces réponses que nous mettons un terme à Géopresse aujourd'hui qui était... Mais c'est bien, mais seulement il faut chercher un autre jour, on débattra des églises parce que moi je ne suis pas d'accord avec l'approche de mon ami. C'est intéressant. Ouais, moi je suis contre la prolifération des églises. Pour moi qui sont des opérateurs économiques du secteur religieux. Ils viennent endormir notre population, faire croire que Dieu viendra balayer nos maisons. D'accord. On bâtit le pays par le travail. Prions, c'est bien, mais associons la prière au travail. Il ne faut pas que ce soit des pasteurs qui nous vendent du vent. Un pasteur aujourd'hui peut te mettre en mal. Oui, ça existe. Mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Je pense que vous avez vraiment beaucoup à dire. Et
Comme la télé, c'est le temps, on est censé boucler cette émission. Nous allons encore nous retrouver très prochainement pour d'autres sujets que nous tenterons de décrypter au cours de votre émission Géopresse. Géopresse d'aujourd'hui a été consacré au décryptage du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a déjà de candidats députés nationaux qui ont été retenus par la CENI et puis de candidats présidents de la République qui continuent à déposer leur dossier et puis aussi cette mise en garde de la campagne précoce. Et donc il faut attendre la période indiquée dans le calendrier électoral. Donc j'ai dit infiniment merci aux deux intervenants, Eric Iziami d'Antenne A et puis Dieudonné Bonal de Géopolis Forum, aussi à l'équipe technique, le doyen Noël Tunda, Giscard Ntamba, John Mukendi, Benito Kabiena, je vous vois. Merci d'avoir accompagné Géopresse. À vous, fidèles téléspectateurs, c'est toujours un immense plaisir de vous présenter Géopresse. Restez fidèles à Géopolis TV. À la prochaine. Benito.